Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un voyage en Italie au XVIIIe siècle à travers les lettres d'Italie du président de Brosse. Alors pour ceux qui ont assisté à la conférence la semaine dernière sur les femmes académiciennes italiennes au siècle des Lumières, vous connaissez déjà ce personnage. Et pour d'autres personnes, vous allez le découvrir aujourd'hui. J'ai proposé cette année 2 conférences avec une certaine unité, mais ces conférences peuvent être écoutées de façon tout à fait indépendante. Les lettres d'Italie adressées entre 1739 et 1740 à ses amis, ont été revues, corrigées et augmentées par des notes, prises, lors du voyage, par, Charles de Brosse et il y a eu une publication 22 ans après la mort de l'auteur. De la même façon, le voyage de Montesquieu ou encore celui de Montaigne avaient, été, édités quelques années après la mort de leur auteur. Alors, je vais vous donner un extrait d'une correspondance d'un cousin de Charles de Brosse qui avait lu ses lettres d'Italie, et cela va nous permettre de dresser l'étendue de tous les sujets qui vont être abordés. Donc ce cousin dit à Charles de Brosse: «Je ne saurais, trop vous remercier de tout le plaisir que m'a donné la délicieuse lecture de votre charmant voyage d'Italie. Sans qu'il m'en coûte un sol, vous m'avez en 8 jours mené et ramené de Rome. Route, situation et perspective, église, palais, maisons religieuses, tableaux, statues, médailles, antiquités et aventures plaisantes, détails intéressants et bien saisis, traités merveilleux sur le génie et le gouvernement des différents peuples d'Italie, rien ne vous a échappé. Que ne pourrais-je dire sur la façon savante dont vous avez traité les spectacles, la musique, la littérature italienne, les bals, les concerts, les sociétés, les jeux, tout est peint avec la même force de vérité. Votre lettre sur la mort du pape et sur le conclave n'est pas ce qui m'a le moins amusé, et ça sera la dernière partie de ma conférence. Alors nous allons parcourir les routes de Charles de Brosse. Il va partir avec son cousin de Dijon au mois de mai. Il va passer par Lyon, Avignon. Deux amis le rejoindront. Ils atteindront Antibes. Il prendra la mer pour arriver à Savone, et puis il sera à Gênes le 23 juin, puis à Milan, Venise, Florence, Sienne, et premier séjour à Rome en octobre 1739. Il ira jusqu'à Naples et reviendra à Rome, où il restera 3 mois. La route du retour sera différente. Il repassera tout de même par Bologne et Milan. Il connaîtra Turin et passera par le Mont-Cenis pour rentrer en France. Alors, je crois qu'il est bon de présenter un petit peu cet auteur. Il est né à Dijon en 1709 dans une famille aristocrate. Il va recevoir une très bonne éducation au collège jésuite à Dijon. Il va se lier d'amitié avec Buffon, qui est le futur naturaliste qui a influencé Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin. Et d'ailleurs, pendant le voyage de Brosse, Buffon va être nommé intendant du jardin du roi, c'est-à-dire aujourd'hui le Muséum d'histoire naturelle, et nous voyons ici la statue de Buffon à cet endroit. Voilà la place royale à Dijon au XVIIIe siècle, et le voyage d'Italie est motivé par la recherche de documents sur Salluste, un historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Et Charles de Brosse va consacrer 30 ans de sa vie à écrire cet ouvrage, l'histoire de la République romaine, vie de Salluste. Et cet ouvrage sera publié en 1777, à la veille de sa mort. Il a aussi publié d'autres ouvrages qui ont fait de lui un homme tout à fait renommé. Alors pour parler un petit peu de sa vie personnelle, il va mourir, dans les bras de sa fille qu'il a eue en premières noces, après son, voyage, d'Italie, et puis, il aura 3 enfants, d'un, 2e mariage. Alors comme je vous le disais, il a publié d'autres ouvrages et il s'est présenté à l'Académie française. Mais, il n'y entrera pas à cause de, veto opposé par Voltaire. Alors il faut que je vous raconte, cette, anecdote. Charles de Brosse était comte de Tournai. Le château de Tournai, il est à la frontière franco-suisse, pas très loin, du château de, Ferney, et Charles de Brosse a loué à, Voltaire, son, château. Et puis, il y a eu des disputes au sujet d'arbres abattus, par Voltaire, sans l'autorisation de Brosse, et vous voyez que Voltaire a eu une rancune tenace puisqu'il a opposé donc son veto à l'élection de Charles de Brosse. Alors, il faut que je vous dise un mot des destinataires, des lettres d'Italie. Ce sont, tous, des, personnes qui appartiennent, enfin tous ou presque, au parlement, de Bourgogne avec des fonctions, plus ou moins importantes. Jean Bouillet, qui est le président mortier du parlement, de Bourgogne, et d'ailleurs, Charles de Brosse en deviendra aussi président à Mortier avant de devenir président du Parlement de Bourgogne en 1756. Il va y avoir Jean-Louis Malatest qui est marquis de Villers, et tout ce qui concernera la musique sera adressé à ce personnage. Il y aura l'abbé Gabriel de Courtois qui deviendra évêque. Il y aura une femme, la belle-sœur de cet abbé, le frère de Charles de Brosse, qui aussi, qui était avant lui comte de Tournai, un autre conseiller au Parlement de Dijon, et puis le procureur général de ce même Parlement. Alors, la différence de ton, enfin, ou plus exactement le mélange de tons de ces, différentes lettres, hein, c'est des tons différents en fonction des destinataires, va conférer au texte, une couleur, pré-romantique, et cela fascinera absolument Stendhal qui dira: «J'ai toujours aimé tendrement le président de Brosse. Pourquoi cela? Je l'ignore, mais après Mozart, c'est peut-être l'homme que j'aime le mieux». Alors, il m'a paru intéressant de rappeler l'objectif du voyage au temps de Brosse. Eh bien, c'était de retrouver ce que l'érudit avait appris dans les livres avant son voyage. Le voyageur a une solide culture classique, il ne va pas forcément à l'encontre d'idées nouvelles, il veut retrouver ce qu'il a appris. Il s'appuie sur un guide de référence qui a été écrit par Maximilien Misson, à la fin du siècle, précédent. C'est un guide de voyage, j'allais dire incontournable, et puis le voyageur a des lettres de recommandation qui vont constituer un véritable filtre pour rencontrer des milieux, plus novateurs. Enfin, le voyageur, à son retour, écrit le récit de son voyage pour, entrer ou bien être conforté dans l'appartenance à la République des lettres, mais avec des codes. Alors, qu'en est-il du voyage de Charles de Brosse? Eh bien, il a effectivement une solide culture classique. Il part avec des amis du même milieu social, ce sont tous des aristocrates. Il voyage avec le fameux guide auquel il fait référence, et nous allons voir
au début du voyage, et nous verrons pourquoi cela va s'arrêter. Il utilise les lettres de recommandation qui lui feront rencontrer l'élite dont lui-même est issu. Et pour exemple, il nous dit qu'un cardinal était prévenu de son arrivée par une lettre de notre ami. Dieu sait comment les portes s'ouvrirent à deux battants quand j'entrai, car au nom du président Bouillet, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, tout genou fléchit dans cette maison. Mais Charles de Brosse casse les codes d'écriture dans ses lettres. Il nous dit: les voyageurs rarement quittent le ton emphatique en écrivant ce qu'ils ont vu, quand même les choses seraient médiocres. Je crois qu'ils pensent qu'il n'est pas de bienséance pour eux d'avoir vu autre chose que du beau, de sorte qu'un pauvre lecteur se voit précisément dans le cas d'un homme qui serait devenu amoureux d'une femme borgne sur son portrait peint de profil. Et il va écrire: les canaux étroits de Venise sont d'une horrible infection. Il est permis aux canaux, quels qu'ils soient, de pioter en été, mais pour le coup, c'est abuser de la permission. Alors, j'aurais pu choisir comme fil rouge de la conférence toutes les œuvres d'art que Charles de Brosse a vues au cours de son voyage. Il nous dit, par exemple: nous ne songeons pas à déjeuner à Venise sans nous être au préalable mis 4 tableaux du Titien et 2 plafonds de Paul Véronèse sur la conscience. Pour ceux du Tintoret, il ne faut pas songer à les épuiser. Mais j'ai décidé que le fil rouge de ma conférence serait en lien avec cette phrase: route, situation, ville, église, tableau, petites aventures, détails inutiles, gîte, repas, vous aurez tout. Alors Charles de Brosse va être un formidable témoin de l'histoire des territoires. J'avais déjà montré cette carte au cours de la conférence précédente. Nous sommes donc bien avant l'unité italienne. L'Italie est morcelée entre divers territoires et avec des spécificités que Charles de Brosse va nous raconter. Il y a la République de Venise, la République de Gênes qui ont des coutumes qui sont différentes. Quand on parle de la Toscane, eh bien, Charles de Brosse arrive en 1739. L'année précédente, il y avait eu le traité de Vienne. Le dernier des Médicis était mort sans descendance et François, le duc de Lorraine, mari de Marie-Thérèse d'Autriche, va devenir grand-duc de Toscane. Et Charles de Brosse nous dit: Florence a fait une furieuse perte en perdant les Médicis. Il n'y a pas un Toscan qui ne donnât le tiers de son bien pour voir revivre les Médicis et un autre tiers pour ne pas avoir les Lorrains. Et il ajoute: un homme de beaucoup d'esprit me disait l'autre jour qu'il préférait encore les Lorrains aux Espagnols, parce que, me dit-il, les premiers m'ôteront bien jusqu'à ma chemise, mais ils me laisseront ma peau, c'est-à-dire ma liberté de penser, que m'arracheront les seconds en ne me laissant pas le reste. Alors, comme vous l'avez vu, il y a de nombreuses frontières entre les différents territoires. Et à Rome, quand il va passer à la douane, plus exactement avant d'arriver à Rome, il va nous dire que le second volume de Misson, le fameux guide, aussitôt confisqué au profit de l'Inquisition par les maudits commis de douane. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Maximilien Misson était protestant et qu'il critiquait le goût des Italiens pour les reliques, qu'il qualifiait de fatrados et de haillons sacrés. Alors, comme je vous le disais, il y a différents usages dans les différents territoires, et puisque je parle d'inquisition, Charles de Brosse nous dit: l'inquisition a lieu à Venise, mais elle a les ongles tellement rognés que c'est comme s'il n'y en avait point. Il va nous parler de Naples et de Rome et il nous dira: les sexes sont fort mélangés dans l'opéra à Naples. Une femme jouait un rôle d'homme. Ici, à Rome, l'on ne souffre pas de femmes sur le théâtre. La bienséance ne le permet pas et n'y veut que de jolis petits garçons déguisés en filles.
Et il ajoute: «Et Dieu me pardonne, vu l'affolement que l'on a par toute la terre pour les filles de théâtre, je crains fort que la fornication ne s'y glisse parfois.» Et puis il va nous donner des détails très matériels. Il va nous dire que la chaise de poste est quelquefois au quadruple de ce qu'elle coûte en France, que le prix des postes varie selon les différentes souverainetés et qu'elles sont particulièrement chères en Lombardie et au Piémont. À Venise, messieurs les nobles viennent le soir au café où ils causent de fort bonne amitié avec nous, mais pour nous introduire dans leur maison, c'est une autre affaire. En revanche, à Florence, c'est une chose incroyable que la magnificence outrée des Florentins en équipage, meubles, livrées et habillement. Nous y avons vu tous les soirs des assemblées composées d'environ 300 dames couvertes de diamants et de 500 hommes portant des habits somptueux, etc. Alors, à la République de Gênes, il a cette phrase qui m'a beaucoup amusée. Pour faire les savants, nous voulûmes chercher des gens de lettres. Niente. Les mercadants, c'est-à-dire les commerçants, connaissent de lettres que les lettres de change dont ils font le grand commerce de l'univers. Alors Charles de Brosse va nous livrer le goût de son époque. Le voilà à Pavie, vous reconnaissez la chartreuse de Pavie, il nous dit que c'est un chaos magnifique certes, mais chaos d'ornement. Il nous dit le tout distribué sans goût. Parce qu'il nous dit, je ne sais pas si je me trompe, mais qui dit gothique dit presque infailliblement un mauvais ouvrage. Et il dira la même chose quand il sera à Venise, où nous voyons ici cette peinture de Canaletto, qui a été peinte donc 4 ans avant le voyage de Charles de Brosse. Et ce palais des Doges nous dit qu'il est massif, sombre et gothique, du plus méchant. Alors, j'ai essayé d'illustrer cette conférence avec des gravures et des tableaux tout à fait contemporains du voyage de Charles de Brosse. Donc, il nous donne le goût de son époque, mais il nous livre aussi, avec humour, son analyse personnelle. Quand il est à Rome et qu'il est à l'église Santa Maria della Vittoria, il voit l'extase de sainte Thérèse du Bernard et il nous dit: «Si c'est l'amour divin, je le connais, on en voit ici-bas maintes copies d'après nature.» Vous voyez qu'il a bien précédé Lacan. Et il nous dit aussi qu'il se garde bien d'aller à Assise, craignant les stigmates, comme tous les diables. Alors, à l'époque de Charles de Brosse, les voyageurs achètent et ramènent des œuvres d'art. Il nous dit que quand il entre dans le palais Barberini du pape Urbain VIII, je trouvais à terre, dans la première salle, une copie de la célèbre Transfiguration de Raphaël, fort noire à la vérité. J'ai une manie en acquisition de cette espèce parce qu'il nous dit qu'il ne peut pas se payer évidemment les originaux, alors il achète des copies. Et il va, en même temps, nous dire que, les Anglais, qui sont nombreux en Italie, puisqu'il va nous dire que sur 50 étrangers, il y a environ une trentaine d'Anglais, 7 ou 8 Allemands, à peine 2 ou 3 Français et puis le reste, quelques, Polonais, Russes et cetera. Et il nous dit: «Les Anglais, on les vole, on les dupe, on leur vend des postiches ou des copies pour des originaux. Pour 100 000 francs, ils trouvent le secret d'emporter chez eux 10 ou 12 000 écus de valeur réelle, heu, en beaux tableaux dont ils peuplent peu à peu leur patrie.» Alors Charles de Brosse achète une partition originale de Pergolèse, la partition de l'Intermezzo La Serva Padrone, qui a été composée en 1733. Pergolèse meurt à 26 ans en 1736, c'est-à-dire 3 ans avant le voyage de Charles de Brosse. Et Charles de Brosse
est fasciné par la musique de Pergolèse. Il nous dit: «Parmi tous les musiciens, mon auteur d'affection est le Pergolèse, a le joli génie simple et naturel. On regarde son Stabat Mater comme le chef-d'œuvre de la musique latine». Et il nous dira, à d'autres endroits, Charles de Brosse, qu'il fait, copier, des centaines d'airs qu'il va ramener, de différents auteurs bien sûr, qu'il va ramener en France. Alors une anecdote aussi, les voyageurs veulent laisser une trace de leur voyage et vous reconnaissez peut-être, l'obélisque du Pincio à Rome. Et toujours dans le palais Barberini, Charles de Brosse voit un petit obélisque de granit chargé de caractères hiéroglyphiques couché par terre, négligé et rompu en 3 morceaux, mais facile à recommoder. Et il envisage de l'acheter, de le faire transporter à la place Saint-Louis et de l'ériger en notre nom devant l'église des Français comme un éternel monument de notre séjour à Rome. Et je ne vous ai pas encore présenté ses amis, et Charles de Brosse a même prévu, ce qu'il voulait faire graver sur cet obélisque. Bien sûr, ça ne se fera pas et vous voyez que, ses amis, sont tous des aristocrates, comme je vous le disais, de Lacurne, Le Gousse de Gerland, Lopin de Montmort, de Migieux ou de Sainte-Palaye, pardon, tous des patriciens bourguignons. Je vous disais que, les voyageurs ramenaient, des œuvres d'art et bien son compagnon de voyage, Bénigne Le Gousse de Gerland, a fait construire un château à l'italienne pour y entreposer statues et antiquités ramenées de son voyage. Alors je vous ai dit que Charles de Brosse nous donnait, le goût, du siècle. Mais lui va aller à la rencontre d'idées nouvelles, en particulier mises en avant par des femmes académiciennes. Il va à Milan et à la bibliothèque ambrosienne, il est surpris, de voir une femme travailler au milieu d'un tas de livres, latins. Bon, j'ai pas pu résister en vous parlant de la bibliothèque ambrosienne de, vous dire que, Charles de Brosse a vu le Codex, Atlanticus, du moins ce qu'on a appelé ensuite le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. Et il va rencontrer à Milan, une des héroïnes de ma conférence de la semaine, dernière, la mathématicienne Maria Gaetana Agnesi. Et il va être extrêmement surpris parce qu'elle est fort attachée à la philosophie de Newton et il faut savoir qu'en France, à cette époque-là, Émilie du Châtelet n'a pas encore traduit, les ouvrages de Newton et il faut savoir que ce sont les théories de Descartes qui sont complètement mises en avant. Donc Charles de Brosse est stupéfait par, l'érudition, de cette jeune fille et il nous dit que c'est une source d'émerveillement plus grande que la cathédrale de la ville. La deuxième héroïne de la conférence de la semaine dernière, c'est la physicienne Laura Bassi. Il va la rencontrer à Bologne et il va, trouver qu'elle a aussi de l'esprit, mais il préfère la, jeune fille de Milan, donc la mathématicienne. Alors j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant, de mettre l'accent, sur ce que n'a pas pu voir Charles de Brosse et que nous voyons aujourd'hui et inversement. Alors Charles de Brosse ne peut pas, visiter Pompéi, qui ne sera découvert que 8 ans après son voyage et formellement identifié que quelques années, encore plus tard. Mais si cette, ville a été, ensevelie par l'éruption du Vésuve, il va y avoir aussi Herculanum qui sera, aussi enseveli par cette même éruption. Mais, Charles de Brosse va pouvoir, visiter Herculanum qui vient juste d'être découvert, 1738, 1 an avant le voyage de Charles de Brosse. Mais voilà, les conditions dans lesquelles il va, pouvoir, visiter cela. Il va nous dire que
On y descend comme dans une mine. On ne peut distinguer les objets qu'à la lueur des torches qui, remplissant de fumée ces souterrains dénués d'air, me contraignaient à tout moment d'interrompre mon examen pour aller vers l'ouverture, respirer avec plus de facilité. Mais il est absolument, fasciné, par, les fresques, par, les peintures et il nous dit qu'il y a, des ornements légers, oiseaux ou animaux d'une manière qui tient beaucoup de l'arabesque, mais plus légère et il nous dit que c'est très précieux parce qu'il ne nous restait presque rien d'antique en ce genre. La cathédrale de Milan, en 1739, est inachevée. Voilà en fait cette gravure qui montre l'état de la cathédrale quelques années plus tard, en 1745, mais il y avait des estampes qui circulaient à l'époque avec une cathédrale achevée. Et Charles de Brosse s'agace un peu. Il nous dit: «Depuis plus de 300 ans qu'on y travaille et quoiqu'il y ait tous les jours des ouvriers, elle ne sera probablement pas finie dans 10 siècles, c'est-à-dire qu'elle ne le sera jamais». Les travaux avaient débuté en 1386. En fait, elle a été terminée, mais seulement en 1932. Napoléon, au tout début du 19e siècle, avait fait des travaux sur la façade. Alors, ce que nous ne voyons pas, non plus quand nous sommes à, Venise, lorsque nous sommes sur la place Saint-Marc, nous ne pouvons pas voir l'église San Gimignano qui a été détruite par, Napoléon et qui aujourd'hui est remplacée par le musée Correr. Nous sommes, sur la place, la basilique Saint-Marc est derrière nous. Charles de Brosse nous dit que la fontaine de Trévi est élevée du tiers de son total. Ce sera l'une des plus belles fontaines de Rome. Autrement dit, la fontaine de Trévi est en construction et la voilà achevée, peinte par Giovanni Panini, un peintre que nous retrouverons au cours de la conférence. Il faut savoir que les travaux ont commencé en 1732 et la fontaine a été terminée 30 ans plus tard. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la fontaine de Trévi est financée par le jeu de loto organisé par le pape Clément XII. Charles de Brosse nous dit: «Le pape n'a ni mine, ni vaisseau, ni commerce par terre ou par mer et très peu de manufactures. Le pape actuel, pour grossir ses fonds, a établi dans son État une espèce de loterie qu'il tire tous les mois». Il nous parle aussi de la porte del Popolo et il nous dit: «Nous autres Français l'appelons la porte du peuple. Il faudrait dire la porte du peuplier, car on la nomme del Popolo à cause d'un bois de peuplier jadis planté sur ce terrain». Et pour la place del Popolo, quoiqu'elle contienne plusieurs belles choses, elle n'est nullement une belle place, puisqu'un bâtiment superbe est entouré de 100 mauvaises maisonnettes. Voilà une gravure de 1750 de la place del Popolo, et elle sera aménagée seulement au début du 19e siècle, et c'est comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Alors, vous avez ici une peinture du Colisée qui date de 1742. Donc, vous voyez, nous sommes tout à fait au moment du voyage de Charles de Brosse et vous voyez que le Colisée est en très piteux état et il a été pillé notamment pour construire la basilique Saint-Pierre. Mais je voulais attirer votre attention sur ce vestige que nous ne voyons pas aujourd'hui, qui s'appelle la méta-soudance, c'est-à-dire la borne qui suinte. C'est un vestige contemporain du Colisée, d'une fontaine. Et nous ne voyons plus ce vestige parce qu'en 1933, ce vestige a été détruit pour faciliter les grands défilés fascistes. Le palais Farnèse est construit à partir de 1515 et Charles de Brosse
s'agace un peu, il nous dit: «Les insensés Farnèse détruisirent une partie du Colisée qui leur fournissait un amas commode et voisin de grands matériaux à bon marché». Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'ambassade de France et c'est l'ambassade de France depuis 1874. L'Académie de France à Rome, c'était le Palazzo Mancini. C'est comme ça que, Charles de Brosse l'a vu, mais le palais va brûler en 1793 et nous avons maintenant la Villa Médicis. Et en 1737, à l'extinction des Médicis dont je vous ai déjà parlé, eh bien, la Villa Médicis était devenue la propriété du nouveau grand-duc de Toscane. Alors nous allons partir un peu à Padoue. Et la semaine dernière, je vous avais parlé de cette place qu'on appelle le Prato della Valle. Et Charles de Brosse nous dit: C'est véritablement un fort grand pré». Alors on est un petit peu surpris par cette phrase, mais si on regarde cette peinture de Francesco Guardi, eh bien, on voit ici cette place qui est encore à l'état de fort grand pré. Cette peinture de Guardi se trouve aujourd'hui au musée de Dijon. Et la place a été aménagée à partir de 1775 et une dizaine d'années plus tard, voilà comment elle était. Alors puisque nous sommes à Padoue, nous allons nous arrêter à la chapelle des Scrovegni et Charles de Brosse nous dit que les 2 chapelles peintes à fresque par le Giotto sont une chose curieuse et il nous dit: «À travers son barbouillage, on discerne du génie et du talent». Voilà le genre de barbouillage du Giotto. Nous, quand nous allons à Padoue maintenant, eh bien, on peut rester à peine 20 minutes pour admirer tout cela et Charles de Brosse pouvait y rester autant qu'il le voulait. Et puis qui dit Padoue dit Saint-Antoine et heu, Charles de Brosse nous raconte cette invention des Padoue qui l'ont fait peindre au bas des recoins des murailles de leur maison pour que l'on empêchât de pisser contre. Je savais déjà qu'il était bon à plus d'une chose. Et puis, bien sûr, il nous parle de la chapelle de Saint-Antoine. Il nous dit que c'est une chapelle enrichie d'or et d'argent. Les ex-voto sont en si grand nombre que le saint ne souffre dans sa chambre à coucher que ceux qui sont d'or ou d'argent massif. Et si vous êtes allé à Padoue, eh bien aujourd'hui, le saint doit souffrir de ses ex-voto avec ses nombreuses photos, voire des post-it que nous y avons vus. Alors, je voudrais vous parler des moyens de transport de Charles de Brosse, de la felouque à la gondole ou encore de la chaise de poste à la cambiatura et aux voitures. Alors, d'Antibes à Savone, je vous l'ai dit, Charles de Brosse voyage en felouque et il est tout content de prendre la felouque et il nous dit: «Nous nous pourvûmes de tables, livres, écritoires pour faire les gens studieux pendant le trajet. Vous allez voir combien cela nous servit» et il ne va pas pouvoir décrire Vintimille parce qu'il nous dit qu'il était trop occupé à régaler les sardines. Alors, ils doivent souffrir de tempêtes et ils vont donc envoyer la felouque à tous les diables. Ils vont louer des mules pour achever le trajet, mais c'était sans compter des chemins bordés de précipices extrêmement dangereux. Et il dit qu'ils ont eu 2 grandes heures de chemin 1000 et 1000 fois plus dangereux et plus fatigants que la mer. Mais heureusement, à l'arrivée, ils sont reçus grâce à des lettres de recommandation chez le consul. De Padoue à Venise, ils voyagent sur le canal de la Brenta et ils avaient de bons chevaux qui les remorquaient le long du bord.
et il nous raconte que le bateau que nous montions se nomme le Bucentaure. Vous pouvez bien penser que ce n'est qu'un fort petit enfant du vrai Bucentaure, mais aussi c'était le plus joli enfant du monde. Et nous allons bien sûr voir tout à l'heure le bâtiment d'apparat du Doge, qui est le Bucentaure, dans quelques diapositives. Alors restons sur ce canal de Labyrinthe qui est bordé de magnifiques villas palladiennes. Et là, c'est la villa du Doge actuel, du Doge Pisani. Mais ils n'ont pas pu descendre pour voir ces maisons, leur nombre était trop important et ça aurait été une affaire d'un mois. D'autant plus qu'ils étaient pressés parce qu'ils ont appris qu'il y avait des bateaux qui allaient accoster à Venise avec des personnes suspectes de peste. Donc Venise allait fermer ses frontières et pour pouvoir arriver à Venise et ne pas être obligés de subir la quarantaine, ils sont extrêmement pressés d'arriver. Alors, nous allons nous promener en gondole, des gondoles que nous ne voyons pas comme cela aujourd'hui. Euh, Charles de Brosse nous dit que c'est un bâtiment long et étroit, comme un requin, mais au milieu est posée une espèce de caisse de carrosse qui se ferme quand on veut. On est là comme dans sa chambre, à lire, écrire, converser, caresser sa maîtresse, manger, boire. Ma foi, c'est un doux séjour de jouissance qu'une gondole. Et dans la diapositive précédente, vous aviez un détail de ce tableau de Bernardo Bellotto qui a été fait exactement au moment où Charles de Brosse était à Venise. Alors parlons maintenant du Bucentaure, donc le bâtiment d'apparat du Doge. Et Charles de Brosse est émerveillé par la procession en gondole qui est à son gré un morceau divin. Et il nous dit que ce ne sont pas alors des gondoles ordinaires qui sont noires. À cette époque-là, les nobles avaient des gondoles noires, hein, mais celles de la République, superbement sculptées et dorées, accompagnées de celles des ambassadeurs, plus riches et plus galantes encore, surtout celle du nôtre, c'est-à-dire de l'ambassadeur de France. Vous avez ici un détail de la peinture de Canaletto qui date de 1730 avec le Bucentaure au fond. C'est le jour de l'Ascension, c'est le jour du mariage du Doge avec la mère. Et voilà le tableau complet de Canaletto. On peut voir aussi ce Bucentaure, cette fois de Francesco Guardi. Et Charles de Brosse décrit ce bâtiment, c'est une des belles et des curieuses choses de l'univers. Le dedans forme une vastissime salle parquetée avec un trône au bout pour le doge. Alors maintenant, nous allons aller sur les routes et nous allons parler de la voiture de poste. Nous avons ici une gravure sur le mont Cenis. Par là, on passera Charles de Brosse pour son retour. Alors, nous voyons ici le conducteur, le postillon et le courrier. Alors, le courrier galope au devant de la voiture pour faire préparer les chevaux au prochain relais de poste. Il connaît bien les auberges et il négocie les prix. Alors, les routes ne sont pas très confortables et sur la route de Rome à Modène, on apprend qu'il a l'honneur d'être roué tout le long par la Via Flaminia, qui est une des plus dures antiquités qu'ils connaissent. En partant de Ferrare, un insigne maraud de postillon, ayant indiscrètement fouetté ses chevaux sans les tenir, emportèrent ma chaise de poste et la jetèrent dans le fin fond de la vallée. Ou encore sur la route de Sienne à Rome, le chemin est très cativo, c'est-à-dire mauvais, diabolique. La première fois que nous versâmes, je n'y étais pas encore bien accoutumée et je lâchai quelques coups de pied dans le cul du postillon. Nous versâmes 2 fois le lendemain. Il ne dit pas si c'est en représailles.
Et puis, il va nous parler de la cambiatura. Il nous dit que la chaise de poste et la cambiatura ne diffèrent que de nom et de prix, la poste étant beaucoup plus chère et quelquefois au quadruple de ce qu'elle coûte en France. Et la candidature, on l'a par l'autorité du gouverneur. Moyennant quoi les maîtres de poste, enragés d'un pareil ordre qui les oblige à fournir des chevaux aux 2/3 du prix de la poste, font 1000 chicanes aux voyageurs. Pour les voiturins, gardez-vous de vous en servir jamais, c'est une race abominable. Les voiturins, quant à eux, sont propriétaires de leurs chevaux. Alors, quand il veut partir de Rome, tout est prêt, tout le monde est installé, et puis la voiture n'avance pas. Et il dit, la raison de cela, ne vous en déplaise, hein, c'est que notre postillon rusé, feignant de s'en aller pisser, avait sourdement enfilé la venelle avec notre argent. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous donner cette phrase aussi assez intéressante. Il va être à Rome et il va louer des chevaux et des carrosses. Et il nous dit, nous avons 4 chevaux pâles de l'Apocalypse, traînant gravement 2 carrosses de remise qui ne sont ni beaux ni chers, sous la conduite de 2 cochers majestueux en perruque carrée. Avec cela, vous pourrez voir 4 Français se promenant enrubannés sur le Corso, donc dans cette rue. Alors j'ai laissé, c'est évidemment écrit en italien dans l'ouvrage et je l'ai laissé en italien pour les personnes qui connaissent bien cette langue. Alors, ils avaient essayé d'avoir les mêmes coutumes qu'en France et ils avaient mis des grands flambeaux derrière les carrosses. On nous a fait dire que les citoyens romains ne goûtaient pas cette illumination nocturne qui éclaire quelquefois les passagers plus qu'ils n'auraient voulu. Et il ajoute, j'ai pensé que cela venait de quelques prélats honteux qui est bien aise d'exercer en secret sa charité avec le prochain. À Rome, eh bien, les 2 derniers compagnons vont les rejoindre et ils vont s'établir, et ils nous disent qu'avec un nombreux cortège de domestiques, tant de chaises de poste qu'on ne sait où les fourrer, outre 3 vénérables carrosses antiques à qui la place d'Espagne sert de remise. Qu'avant de trouver ce logement place d'Espagne, ils sont descendus à l'auberge du Mont d'Or, qui est aussi place d'Espagne. C'est la meilleure pour les étrangers qui débarquent et presque la seule, jusqu'à ce qu'on trouve ce que l'on appelle en termes figurés ordinaires du pays un palais et en style vulgaire une chambre garnie. Et il nous dit qu'ils ont été chèrement étranglés financièrement donc dans cette auberge. Alors, il ajoute, il faut savoir surcharger le superlatif, puisqu'ils cherchent une chambre garnie et là-bas on leur parle d'un palais, et il faut savoir dire d'une chose passable, optimissime. Alors, ils sont logés dans une maison de louage place d'Espagne, vis-à-vis de la fontaine de la Barcasse, au pied et joignant l'escalier de la Trinité des Monts. Vous avez une gravure d'époque et je vous mets une photo actuelle pour peut-être mieux vous situer. Alors, il fallait que je vous parle un peu de gastronomie italienne, hein. Charles de Brosse est un gourmet et un gourmand. Il se régale à Gênes des sorbets des dieux. À Rome, il préfère les sorbets à la cannelle. Il va même manger du pudding quand il est à l'auberge du Mont d'Or et qu'il partage des logements avec les Anglais. À Bologne, il aime particulièrement cette ville à cause des saucissons. À Milan, ce sont les pigeons qu'il apprécie. Et à Naples, il nous dit même que les pigeons, s'avisant d'être déjà exquis à Milan, ne font que croître et embellir à mesure que l'on s'enfonce en Italie. Mais il n'aime pas les vins italiens. On s'épuiserait enfin le cerveau pour dire à quel point les vins de Lombardie sont détestables. Vous aimez peut-être le Montepulciano, mais lui, il va nous dire que ce Montepulciano, il est renommé,
mais il trouve ses vins âpres, mats et plats. La seule chose qu'il va trouver grâce à ses yeux, c'est le Lacrima Christi, près du Vésuve donc et de Naples. Alors à Florence, il n'aime pas les auberges, il préfère être reçu chez les aristocrates. À Venise, le pain est la plus détestable chose à laquelle un homme puisse goûter. À Rome, on fait à mon gré fort bonne chère ici. Non pas en gibier, il est médiocre, mais à Rome, il y a quand même l'esturgeon du Tibre, qui est d'un goût exquis. Et puis, il va enfin nous parler des pâtes. Les potages et les pâtes filées, vermicelles aux macaronis sont assez d'usage. Du macaroni, quand il est bien apprêté, soit au lait, soit au bouillon, je lui trouve le goût d'une fort bonne croûte de pâté. Et donc, nulle trace des tomates, les fameuses pomodori, les pommes d'or, parce que pendant des décennies, les tomates, ornaient, les corbeilles, de fruits pour décorer, les tables et on a commencé à manger les tomates qu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors il va, nous, décrire le festin donné par l'ambassadeur de France le jour de la conversion, d'Henri IV et cela permet de voir un petit peu le monde, que, Charles de Brosse côtoyait. Il y avait, 7 ou 8 cardinaux, tous les, gentilshommes français, les principaux gentilshommes étrangers, un grand nombre de seigneurs romains et puis il décrit tout ce qu'il a pu manger ce jour-là et il insiste particulièrement sur les agrumi confits. Alors il nous dit que les cédrats, les figues et les raisins sont les meilleurs fruits qu'il connaisse. Et en lisant ces phrases, j'ai pensé à cette peinture du Caravage, la corbeille de fruits, qui se trouve à la Pinacothèque ambrosienne de Milan. Et dans la liste des œuvres qu'il voit chaque fois, hein, donc dans ses lettres d'Italie, on retrouve toutes les œuvres que Charles de Brosse a vues et il dit qu'il a vu à Milan un panier de fruits par Michel-Ange. Alors, j'ai essayé de chercher, peut-être quelqu'un dans l'assistance pourra me dire si je me trompe. À ma connaissance, Michel-Ange n'a jamais peint de panier de fruits et je me suis interrogée, puisque, Caravage s'appelait Michelangelo Merisi, peut-être que Charles de Brosse a fait une confusion. Alors il va, aller, au pied du Vésuve. Là, vous avez une peinture de l'éruption de 1737, c'est-à-dire 2 ans avant, le voyage de notre ami et Charles de Brosse va descendre dans, le cratère et va décrire abondamment, ce qu'il voit à son ami Buffon. Mais, j'ai, préféré m'amuser avec son déjeuner au pied du Vésuve, parce qu'il est complètement indigné parce que son ami ou son cousin plutôt, Lopin, n'était pas monté et il achevait de manger un pique-nique, mais vous voyez que c'était un pique-nique particulier puisqu'il y avait des dindons, des bouteilles, et cetera, et cetera. Je voudrais consacrer, une partie de cet exposé, aux femmes italiennes et aux comparaisons entre les mœurs, françaises et italiennes et nous avons ici, des récits, sur les différentes classes sociales et à Bologne, on nous dit que les femmes se mettent à la française et mieux que nulle part pour se vêtir. Elles ne portent point de babioles qu'elles ne fassent venir de Paris. Les femmes du peuple, bien sûr, là je parlais auparavant des aristocrates, hein, mais les femmes du peuple, quand elles sortent, s'enveloppent d'une pièce de taffetas noir, c'est une vraie populace de fantômes.
Alors à Rome, sur les femmes du peuple, il nous dit quelque chose d'un peu étrange, hein. Il nous dit: «Les femmes du commun sont ici glorieuses, volontaires et fainéantes». Alors, je me suis un petit peu interrogée et un peu plus loin, il écrit: «Ce qui vient de la facilité qu'elles ont de trouver des dots pour se marier et par une suite de facilité du peu de soins que l'on se donne pour les élever au travail. Au fait solennel, il y a des fondations dans plusieurs églises pour distribuer des dots aux pauvres filles, soit pour prendre le voile, soit pour se marier selon leur goût. Et ces charités entretiennent la fainéantise et la mendicité.» Les dames romaines, on me les avait annoncées laides et malpropres, j'ai trouvé qu'on leur faisait tort. Il n'en est pas de même des femmes du peuple, ni des courtisanes. Il n'y en a point de ces fameuses courtisanes qui ont si bon air et qui font si bien leurs affaires qu'à Venise. Et sur la route de Venise, quand il passe à Vérone, il dit: «On s'aperçoit du voisinage de Venise à la vue d'une quantité de belles figures de femmes, grandes, grosses, telles qu'on les voit dans les tableaux de Paul Véronèse, qui n'a pas manqué d'originaux à imiter, les Vénitiennes ayant la réputation d'être les plus belles femmes de l'Europe.» Et j'ai choisi de vous montrer la belle Nanny de Véronèse. À Venise, il n'y a pas de lieu au monde où la liberté et la licence règnent plus souverainement qu'ici. La chose dont nous tirons nos plaisirs et notre origine, on ne s'en choque pas plus ici que de toute autre opération naturelle. Alors, il y aura mis en ligne un document après la conférence et il y a dans le manuscrit original des phrases que je n'ai pas osé vous dire ici. À Venise, il convient ici plus qu'ailleurs de vous dire un mot des courtisanes. Il ne faut pas croire, comme on le dit, que leur nombre soit si grand qu'on leur marche dessus. Cela n'a lieu que pendant les temps du carnaval, où l'on trouve sous les arcades des procuraties autant de femmes couchées que debout. Donc vous voyez qu'autour de la place Saint-Marc, c'est quand même assez étonnant de voir cela. Alors, il nous raconte à Gênes, hein, que la première fois qu'il allait à la Comédie, il vit une chose qui le surprit beaucoup. Un jeune homme et une jeune femme fort jolis entraient ensemble dans une loge. Ils écoutèrent un acte ou deux, après quoi ils se dérobèrent à la vue du spectacle et du spectateur, en tirant sur eux des rideaux qui fermaient le devant de la loge. Personne autre que moi ne fut choqué de cette aventure. Et il va poursuivre: «À Paris, la décence est aussi grande dans les usages que l'indécence l'est dans les mœurs. Ici, c'est peut-être le contraire.» Et là, il va nous parler des coquetteries des femmes françaises et des femmes italiennes. La coquetterie de nos femmes françaises, dont quelques-unes mettent leur gloire à agacer les hommes et à se faire suivre d'un grand nombre d'adorateurs, est regardée comme le comble de l'indécence et des mauvaises mœurs. Il est probable qu'une pareille façon d'agir ne serait nullement tolérée par les maris italiens, hein, au lieu qu'ils paraissent souffrir d'assez bonne grâce qu'une femme choisisse un amant, pourvu qu'elle s'y tienne, de sorte qu'elles ont plutôt deux maris qu'un galant, car il est pareillement malhonnête et hors d'usage ordinaire à un galant de quitter sa maîtresse. On vous dit au surplus que ces civisbés, c'est-à-dire ces chevaliers servants, sont sans conséquence. Leur constante assiduité n'est qu'un usage reçu de politesse extérieure, qu'ils n'ont aucune plus intime prétention. Alors peut-être que vous en doutez. Et Charles de Brosse dit: «Et qu'il faut avoir l'esprit naturellement mal fait ou gâté par les coutumes de France pour rien imaginer au-delà.» Il avait déjà écrit avant de quitter Gênes: «Je ne dois pas oublier le fameux proverbe: mer sans poisson, montagne sans bois, homme sans foi, femme sans pudeur.» Je n'ai pas assez fréquenté le pays pour savoir la vérité sur le dernier article. À Florence, quoique la réputation des Florentins ne soit pas bonne sur l'article des dames, cependant il ne faut pas croire que les méchantes pratiques, c'est-à-dire donc l'homosexualité, soient si universellement suivies parmi eux.
Je vois que les dames sont assez fêtées et de plus l'amour antiphysique n'est pas toléré comme vous vous imaginez peut-être. Il y a une loi précise, à peine de 10 sous d'amende contre ceux qui seront pris sur le fait. Mais il ajoute, à moins, dit la loi, qu'ils ne l'aient fait pour leur santé. J'ai souvent lieu de mettre ici en parallèle le genre différent du faste des deux nations françaises et italiennes. Quand il est à Rome, il écrit Nous disons souvent, nous autres Français, que les Italiens sont avares et mesquins, qu'ils ne savent pas dépenser, se faire honneur de leurs biens, ni donner un verre d'eau à personne. À vous le dire sans phare, le faste de la nation italienne me paraît infiniment plus riche, plus noble, plus agréable, plus utile, plus magnifique et sentant mieux son air de grandeur. Alors, qu'en est-il? Ce que nous appelons le plus communément en France faire une grande figure, c'est tenir une grande table afin qu'on puisse publier que personne ne sait mieux se faire honneur de son bien. Un Italien ne fait rien de tout cela. Sa manière de paraître, après avoir amassé par une vie frugale un grand argent comptant, est de le dépenser à la construction de quelque grand édifice public qui fasse passer à la postérité d'une manière durable son nom, sa magnificence et son goût. Et Charles de Brosse, pour conclure, nous dira: «Une belle colonne cannelée vaut bien une bonne gélinotte» et il ajoutera: «Je conclus cette savante et profonde dissertation que les Italiens n'ont pas grand tort de se moquer à leur tour de notre genre de faste, che tutte se ne va al cacatoio». C'est leur expression burlesque. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je traduise. De Brosse va beaucoup aimer les jeux des Italiens et à Bologne, il va nous parler des jeux de cartes, en particulier du jeu de cartes Minchiate qui est proche du tarot. Et il dit que c'est un jeu de cartes extraordinaire et qu'il a envie de le porter en France. Et il rapporte une anecdote qui est arrivée à son ami Legouze. S'approchant d'une dame, lui fit compliment sur ce qu'elle excellait à manier les minchies. Il voulait dire les minchiate. Cet autre mot, les minchies, est un terme de plaisanterie qui signifie ce qui manque à ces jeunes gens de théâtre dont je vous parlerai. L'éclat de rire fut général dans l'assemblée. Et donc, je vais vous parler des castrats et je vais vous parler de la musique. Alors à Gênes, il a commencé à goûter les plaisirs de la musique italienne. Il va rencontrer Vivaldi à Venise et il nous dit que Vivaldi s'est fait un de mes amis intimes pour me vendre des concertos bien chers. C'est un vieux qui a une furie de composition prodigieuse. À Bologne, il va 3 fois par semaine à l'opéra. À Naples, il a vu 3 opéras et à Rome, il compte bien en voir 8. Revenons à Vivaldi. Il nous dit: «J'ai trouvé à mon grand étonnement qu'il n'est pas aussi estimé qu'il le mérite dans ce pays. Le fameux Saxon, c'est-à-dire Jean-Adolphe Hasse, est aujourd'hui fêté». Nous sommes en 1739, Vivaldi va quitter Venise et mourra à Vienne 1 an plus tard. Et nous allons, maintenant, aller, dans, les hôpitaux, heu et nous allons écouter les concerts, de ces, orphelines ou, filles bâtardes qui sont, des religieuses dans, ces hôpitaux dont le plus célèbre est, l'Ospedale della Pietà et il nous dit: «La musique transcendante est ici celle des hôpitaux. Ce sont elles seules qui exécutent et chaque concert est composé d'une quarantaine de filles. Je vous jure qu'il n'y a rien de plus plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse en habit blanc, avec un bouquet de grenades sur l'oreille, conduire l'orchestre et battre la mesure avec toute la grâce et la précision imaginables».
Charles de Brosse ne pourra pas rencontrer Farinelli, puisque, il est parti, en Espagne et au départ, Charles de Brosse n'aimera pas du tout la voix des castrats. Il nous dira: «Ce n'est pas la peine de troquer ses effets contre le droit, de piailler de la sorte». Mais ensuite, il va s'accoutumer à ces voix et il va même les goûter et il dira qu'elles sont brillantes, légères, pleines d'éclat, très fortes et très étendues. Alors, il m'a paru intéressant, de vous parler de ce qu'appelle, l'art du clair-obscur, notre, voyageur. L'art du clair-obscur en musique, bien sûr. Il nous dit: «Ils ont une méthode d'accompagner que nous n'entendons pas, qu'il serait facile d'introduire dans notre exécution et qui relève infiniment le prix de leur musique. C'est l'art de l'augmentation ou de la diminution du son que je pourrais appeler l'art des nuances et du clair-obscur». Alors, effectivement, la variation de volume sonore qu'on indique, sur une partition par une notation piano, mezzo forte et cetera, a été inventée au début du XVIIe siècle par un Italien, mais elle n'est pas encore arrivée en France au milieu du XVIIIe siècle. De même que le pianoforte qui a été, heu, inventé par un autre Italien au début du XVIIIe siècle ne s'est pas encore développé et le pianoforte a bien sûr une dynamique plus grande que celle du clavecin. Alors maintenant, nous allons partir à Rome et Charles de Brosse nous dit: «Elle est belle, cette Rome est si belle que ma foi, tout le reste me paraît peu de chose en comparaison». Quand il repasse à Milan et à Bologne, il dit, «Rome étant de belles tant d'autres belles choses que j'ai vues depuis m'ont tout gâté Milan. À mesure qu'on se forme le goût, on devient plus difficile». Et il nous dit: «Vaut la peine que l'on fasse le voyage de Rome, hein, l'église de Saint-Pierre, les fontaines et les coups d'œil du Janicule». La basilique Saint-Pierre, me donnera l'occasion de faire quelques digressions, sur, Florence, sur, Pisa, sur, Venise et sur Sienne. Donc voilà des gravures, de l'époque de Brosse, de la basilique Saint-Pierre et nous allons parler des dômes de Florence et de, Rome. On dit que Michel-Ange, qui aimait si fort ce dôme de Florence, partant pour faire celui de Saint-Pierre de Rome, il alla prendre congé de lui et lui dit: «Adieu mon ami, je vais faire ton pareil, mais non pas ton égal». Voici donc le dôme de la basilique Saint-Pierre. Et Charles de Brosse ajoute: «Il ne faut pas avoir de trop bons yeux pour reconnaître que le dôme de Saint-Pierre n'est ni pareil ni égal à celui-ci, mais si supérieur que cela ne se compare point». Et le, dôme de, Florence est l'œuvre de Brunelleschi. Alors à Florence, si la peinture est faible, la sculpture y triomphe, c'est la ville des statues par excellence. Et il va, commenter, une Pietà qui se trouve à, Florence, une Pietà de Michel-Ange qu'on appelle aujourd'hui la Pietà, Bandini et quand il, ira à Rome, il dira juste qu'il a vu la Pietà, mais de Michel-Ange, mais il ne fera pas de commentaires, tout comme à Florence, il ne fait pas de commentaires sur le David, il le signale simplement. Alors il va aller à l'église de San Lorenzo voir le tombeau des Médicis, fait, par, Michel-Ange. Donc nous avons, sur le tombeau de Julien, le jour et la nuit et sur celui de Laurent, l'aurore et le crépuscule. Il va nous dire que tout cela est parfaitement beau et n'a nulle grâce, mais seulement beaucoup de force et il trouve que Michel-Ange muscle ses femmes comme des Hercules et effectivement, si on voit la nuit et l'aurore, on ne peut qu'être d'accord avec, notre voyageur. Il va aller à Santa Croce voir le tombeau de Galilée, plus beau qu'aucun des précédents et j'attire un petit peu votre attention, les restes de Galilée ont été mis dans ce tombeau en 1737, c'est-à-dire 2 ans avant le voyage de Charles de Brosse et c'est 95 ans après la mort de Galilée
Et Charles de Brosse souligne que sur ce tombeau, nous voyons Jupiter avec les 4 satellites découverts par Galilée avec sa fameuse lunette. Alors, parler de Galilée, ça me conduit à parler de Pise, et si Charles de Brosse ne nous parle pas, des expériences faites par, Galilée du haut de la tour, de Pise, il va être émerveillé, par, la place des miracles, et il nous dit qu'il y a 4 plus jolies choses, heu et elles sont toutes faites de marbre de Carrare, plus blanc et presque aussi fin que l'albâtre. Et pour vous les montrer, avec cette blancheur, je vous montre cette photo de la place de Pise. Alors revenons maintenant à la basilique Saint-Pierre, de Rome, et je vous ai montré tout à l'heure, la peinture, de la fontaine de Trévi par Panini, et exactement, au moment, où Charles de Brosse est à Rome, eh bien, Panini va peindre, l'intérieur de la basilique, et Charles de Brosse dira à ses amis, français: «Je souhaiterais que vous puissiez avoir sous les yeux le fidèle et joli tableau de tout l'intérieur de Saint-Pierre que Panini vient de peindre». Il va y avoir, la description, du, baldaquin, du Bernin. C'est le plus beau jet de fonte qu'il y ait au monde, et surtout, Charles de Brosse va développer, son admiration sur les, mosaïques, qui ornent l'intérieur de cette basilique, et en particulier, cette frise, sur laquelle est écrit: «Tu es pierre, sur cette pierre», et cetera, et cetera. Alors je parle des, mosaïques de Saint-Pierre, et je vais aussi vous parler des mosaïques de Saint-Marc. Et puisque j'ai parlé des coupoles, je vous parle aussi des coupoles de la basilique Saint-Marc que Charles de Brosse n'apprécie pas. C'est une église couverte de 7 dômes revêtus en dedans de mosaïques à fond d'or qui les font ressembler bien mieux à des chaudières qu'à des coupoles. Et sur le sol fait de mosaïques, il va dire: «Le pavé est aussi entier de mosaïques composées de plusieurs mille millions de ces petites pièces de marbre, jaspe, lapis, agate, sur lequel on ne peut faire un pas, pardon, sans glisser». Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y a une grande différence entre les mosaïques de Saint-Marc, qui datent du XIe et XIIIe siècle, et les mosaïques de Saint-Pierre, qui datent du XVIIIe siècle. Parce qu'entre-temps, il y a eu des innovations technologiques, et depuis l'invention du verre coloré et fondu avec des métaux, des minerais, on a des mosaïques aussi parfaites que l'on veut. Et effectivement, en 1727, l'atelier de mosaïque est institutionnalisé par, Benoît XIII, le pape précédent, afin d'organiser une véritable industrie, et il va, y avoir une transposition de toutes les peintures de la basilique en mosaïque, puisque la basilique avait été, construite sur un terrain marécageux et les peintures avaient été très abîmées. Alors, puisqu'on parle de mosaïque, je ne pouvais pas, ne pas vous parler, de ces mosaïques absolument, magnifiques de la cathédrale de Sienne que Charles de Brosse, bien sûr, a vues. Et il y a 3000 mètres carrés, de mosaïques, et il a fallu, plusieurs siècles pour, les réaliser. Donc là, il nous parle, de, l'artiste Beccafumi, et il nous montre aussi, je vous montre là le sacrifice d'Abraham qui a été réalisé en 1547 par ce Beccafumi. Alors, il nous dit aussi, Charles de Brosse, qu'il faut aller voir les fontaines. Je vous ai déjà montré la fontaine de la Barcasse et la fontaine de Trévi. Nous allons voir, la, fontaine, des 4 fleuves, Piazza Navone, qui est l'œuvre du
Bernin, avec le fleuve Rio de la Plata, le Gange, le Nil, dont on ne connaît pas à cette époque-là la source, et le Danube. Et puis, la fontaine que Charles de Brosse appelle la fontaine de Saint-Pierre, de Saint-Pierre in Montorio, qui est aujourd'hui appelée la Fontana dell'Acqua Paola, et il nous l'a décrit complètement. Et vous connaissez peut-être cette fontaine parce que on la voit beaucoup dans le film La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Alors, nous sommes donc sur le Janicule, hein, cette fontaine donc est sur le Janicule, et je vous montre ici une vue de Rome du XVIIIe siècle, depuis le couvent de Saint-Pierre in Montorio. Et Charles de Brosse nous dit: tournez la tête du côté de la ville au moment où le soleil incliné à l'horizon en éclaire le sommet. Voyez cet étonnant assemblage de dômes, campaniles et coupoles dorées. Et il ajoute: il n'y a pas de coup d'œil de Paris égal à celui-ci. Et là aussi, je vous montre le petit Tempietro de Bramante, qui est à l'église San Pietro in Montorio. Et Charles Brosse nous rappelle que ce petit dôme est au lieu où la tradition porte que Saint-Pierre fut crucifié, et il le trouve tout à fait joli. Alors, pour terminer, nous allons parler des papes. Alors, pourquoi pape au pluriel? Parce que Charles de Brosse va rencontrer le pape Clément XII, celui-ci va mourir, et Charles de Brosse va assister à la préparation du conclave pour l'élection du pape Benoît XIV, qui est le cardinal que Lambertini, que Charles de Brosse avait beaucoup connu à Bologne et dont je vous ai parlé copieusement lors de ma conférence précédente jeudi dernier. Alors le pape Clément XII va recevoir Charles de Brosse, et celui-ci nous dit: il est tout à fait aveugle et de plus affligé d'une prodigieuse hernie. Donc tout le monde sait que le pape va mourir et qu'il va falloir penser à un successeur. Et le grand âge du pape et sa longue maladie ont donné le temps nécessaire pour faire des brigues. Les deux factions dominantes seront celles du Camerlingue et celle du cardinal Neveu. Alors, le Camerlingue, c'est le cardinal chargé de la justice et du trésor, et il s'appelle Giovanni Battista Altieri. Charles de Brosse nous dit que c'est aussi un neveu de pape, mais d'un pape précédent, attentif, exact, estimé, mais le neveu du pape actuel, Corsini, a peu d'esprit, moins de tête et nulle capacité. Mais le premier cardinal que je vous ai présenté va mourir pendant le conclave, et Charles de Brosse nous dit: compte-t-on qu'il en crève des cardinaux d'ordinaire 3 ou 4 par conclave. Donc le pape meurt, Charles de Brosse va voir passer les obsèques, il va se recueillir près du catafalque élevé à Saint-Pierre, et ce catafalque est magnifique et de grand goût, et il nous dit que le corps du pape doit rester exposé jusqu'au 9e jour, auquel le Sacré Collège des chanoines de Saint-Pierre feront un enterrement préliminaire jusqu'à l'anniversaire de sa mort. Et puis, il va y avoir la préparation du conclave. C'est un plaisir de voir toute la ville en course et en mouvement pour la construction du conclave. On bâtit dans l'intérieur du Vatican une ville dans une maison et de petites maisons dans de grandes chambres. Eh bien, il va falloir en construire 70, parce qu'il y aura 70 cardinaux qui vont participer au conclave. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns avec les traits de caractère dressés par Charles de Brosse. Alors celui-là, il est bigot, papelard, sans esprit, sans goût, c'est un pauvre moine.
Celui-là, ben, c'est le plus grand seigneur de Rome et le plus magnifique, hein. L'esprit comme la figure, grand débrideur de filles. Ce Bolognais est de bonne maison, estimé, tête bien faite, sujet très papable. À côté de lui, on a au contraire Giorgio Alberoni qui est méprisé, sans mœurs, sans décence, sans considération, sans jugement. Pietro Ottoboni, c'est un petit-neveu d'Alexandre VIII. Il est sans mœurs, sans crédit, débauché, ruiné, mais il est quand même amateur des arts et c'est un grand musicien. Mais lui aussi va mourir pendant le conclave. Léandre Porzia est de haute décence, l'esprit noble et élevé, grand justicier, impitoyable pour la canaille, sujet très papable. Mais hélas, il va mourir pendant le conclave de ce que Charles de Brosse appelle la rage papale. En fait, on a semé la nuit dans le conclave un libelle rempli d'injures graves contre sa personne et il en a été tellement affecté qu'il va s'enfermer dans sa chambre et il va mourir 3 jours après. Hannibal et Albani, il est haï et redouté à l'excès, il est sans foi, sans principe, c'est le plus méchant homme de Rome. Voilà notre Français, Pierre-Paul Guérin de Tencin. C'est lui qui a officié pour la messe de Noël, puisque le pape était très malade et ce dernier l'avait nommé pour officier. Il est quand même dur, haineux et vindicatif par tempérament, et il aimerait par goût le commerce du monde et des femmes. Cet autre est fort peu de choses, celui-là encore un pauvre sot. Euh, Ce dernier, il est fripon de première classe, mais comme il n'a pas volé pour lui tout seul, on l'a fait cardinal. Et enfin, voilà Prospero Lambertini, euh, pourrait dire l'ami de Charles de Brosse. Peut-être que le mot ami est un peu trop fort, mais ils se sont beaucoup rencontrés à Bologne. Donc c'est un bonhomme uni, facile, aimable et sans morgue, chose rare en ceux de son espèce. Goguenard est licencieux dans le discours, mais exemplaire et vertueux dans ses actions. Et voilà le conclave qui commence et Charles de Brosse va assister à la procession de la basilique Saint-Pierre et il nous dit qu'il a pris congé d'eux en leur souhaitant beaucoup de plaisir. Il nous dit aussi qu'on n'a rien fait d'important durant les premiers jours du conclave, puisque c'est l'usage d'attendre l'arrivée des cardinaux des couronnes pour travailler sérieusement. Les Allemands sont arrivés lors de mon départ et les Français étaient en route. Et Charles de Brosse va assister à une soirée très particulière. Il nous dit qu'au sortir de la procession, hein, donc la procession de l'entrée du conclave, nous sommes allés tous dîner à un grand festin que les Anglais avaient préparé. Je n'ai fait de ma vie de partie plus folle ni plus originale. L'Assemblée s'est mise en tête de tenir le conclave et de faire le pape. J'ai donné de bonne foi mon suffrage au cardinal Lambertini, qui est, à ce que je crois, celui du Sacré Collège qui vaut le mieux. Mais un des Anglais, un des plus comiques hommes du monde, s'est fagoté en cardinal doyen. Ce damné huguenot a dans la tête un répertoire de chansons libertines contre la papauté. Je suis tellement en colère d'une cérémonie si peu édifiante que de dépit, j'ai quitté le dîner et me suis venue renfermer chez moi pour me ressanctifier un peu avec vous. Voilà ce qu'il écrit à l'abbé Courtois. Peut-être quand même, il oublie de dire qu'il s'est quand même profondément amusé. Alors, il nous donne un petit peu des indications sur le train de vie des cardinaux pendant le conclave. Les cardinaux font venir de chez eux leur dîner en grande pompe et cérémonie. Tous les carrosses marchent gravement à grand attelage tout enrubanné. Ce n'est quelquefois qu'un pauvre poulet maigre qui marche en si grand cortège. Mais Charles de
Brosse va partir avant la fin du conclave, il nous dit, un petit peu, un petit mois après la mort du pape, il nous dit: «Nous prîmes le parti de laisser en prison messeigneurs les cardinaux se faire réciproquement d'éminentissimes cognonneries. La ville est d'un triste à mourir depuis qu'il n'y a plus ni pape, ni cardinaux, ni d'opéra, ni d'assemblée. Ce sera long et peut aller à 2 mois, peut-être même à 3.» Et en fait, ce conclave va durer 6 mois et il faudra 254 scrutins pour qu'on puisse dire enfin Habemus Papam. Et le cardinal Lambertini est élu pape sous le nom de Benoît XIV. Alors, vous avez certainement reconnu des images du film Habemus Papam quand je vous ai présenté les textes sur la procession et l'entrée du conclave. Alors, il n'y aura pas de conclusion parce que c'est difficile de conclure. Je vais m'arrêter sur une anecdote tout à fait personnelle, puisque les lettres d'Italie du président de Brosse ont été, pour une étape bien sûr, un guide de voyage en octobre 2022. Nous sommes partis en Italie et 2 jours avant de partir, je lisais les lettres d'Italie et j'ai lu le récit d'une promenade, du côté de Terni, aux cascades de marbre et je vous montre ici, des, peintures du XVIIe et du XVIIIe siècle de ces, cascades. Alors, Charles de Brosse y est passé, en allant de Rome à Modène. Nous, nous y sommes passés en allant d'Assise à Rome. Et ce sont, les plus hautes cascades artificielles d'Europe. Elles sont, tout à fait impressionnantes et Charles de Brosse nous dit: «S'il fait un beau soleil, c'est une vraie partie de plaisir à faire dans la belle saison que de faire porter un bon dîner champêtre au fond du vallon, d'y descendre soi-même à pied pour se camper entre la montagne et l'arc de la chute.» Alors bien sûr, nous n'avons pas, fait porter de bons dîners champêtres au fond, du vallon, mais nous avons fait comme Charles de Brosse, nous avons passé quelques heures là-bas, et à voir les effets de Sautoran, des effets de la réfraction, des rayons du soleil et effectivement, nous avons photographié, ce bel arc-en-ciel. Je vous remercie. Voilà et je peux répondre à des commentaires, ou éventuellement à des questions, si vous le souhaitez. Alors je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous Très entend. Je bien. vais activer tous les micros. Alors je vais peut-être quitter le diaporama.